Et si on parlait d'une sorte de porte dérobée pour entrer en bourse? C'est une stratégie financière assez fascinante et pourtant peu connue. On l'appelle la fusion inversée. Quand on pense à la bourse, on imagine souvent une sorte de forteresse. Pour y entrer, il y a la voie royale, l'introduction en bourse, qu'on appelle l'IPO. C'est un chemin qui est long, qui est coûteux, qui est plein d'obstacles. Mais alors, que se passerait-il s'il y avait un passage un peu plus secret? Oui, pour une entreprise privée qui veut devenir publique, le parcours classique, c'est un véritable marathon. On parle de mois, parfois même d'années. Il faut une armée d'avocats, de banquiers et une surveillance réglementaire qui peut vraiment donner le tournis. C'est justement ce parcours du combattant qui en pousse certains à chercher d'autres solutions. Et cette autre solution, cette alternative, c'est la fusion inversée. En anglais, on dit reverse merger. Une approche beaucoup plus directe. Bon, alors allons-y. La définition en soi est simple, mais l'idée est assez géniale. Au lieu de frapper à la grande porte pour s'introduire en bourse, une entreprise privée va en quelque sorte avaler une entreprise qui est déjà dedans. C'est littéralement le monde à l'envers. Et c'est précisément pour ça qu'on parle de fusion inversée. Et c'est là que le mécanisme devient vraiment intelligent. On parle souvent de l'analogie de la coquille. L'entreprise qui est déjà cotée est souvent ce qu'on appelle une coquille vide, une société qui n'a plus vraiment d'activité. L'entreprise privée, elle, va venir s'installer dedans, un peu comme un Bernard l'ermite, elle lui redonne vie et hop, elle prend sa place sur le marché boursier. D'accord, le concept est plutôt clair. Mais en pratique, comment ça se déroule? On va décortiquer ensemble les grandes étapes. En fait, le processus est assez simple, en 4 temps. D'abord, il faut trouver cette fameuse coquille vide. Ensuite, c'est l'opération de fusion. La société privée apporte tout son savoir-faire, ses actifs, ses équipes. En échange de ça, ses actionnaires reçoivent la majorité des parts de la nouvelle entité. Troisième étape, on fait un peu le ménage. On change le nom, on change l'objet social pour que tout corresponde à la nouvelle activité. Et voilà, le tour est joué. L'entreprise privée est devenue publique, sans passer par le long et fastidieux processus d'IPO. Pour que ce soit bien concret, et rien de mieux qu'un petit exemple. Imaginons une jeune start-up, pleine d'ambition. Allez, on va l'appeler TechStart. Son objectif, accéder au marché financier, et le plus vite possible. Techstars, elle, n'a pas 1 an et demi à perdre dans une IPO. Alors, que fait-elle? Elle trouve Cotissa, une vieille entreprise cotée qui est un peu en sommeil. Elle décide de fusionner, c'est ce qu'on pourrait appeler un mariage de raison. Techstars apporte sa technologie, son dynamisme, et Cotissa, elle apporte son ticket d'entrée pour la bourse. Une fois que l'opération est bouclée, l'ensemble est rebaptisé TechStart et se concentre bien sûr sur l'activité de la start-up. Le résultat est immédiat. TechStart est cotée, ses actions peuvent s'échanger librement et elle peut lever des fonds bien plus facilement. Mission accomplie. Mais attention, cette voie rapide, ce n'est pas une autoroute sans péage. Non, comme pour tout raccourci, la fusion inversée, c'est un équilibre assez délicat entre des avantages qui sont très clairs et des risques qui sont bien réels. Alors, regardons un peu cette balance. D'un côté, les avantages sautent au lieu. C'est bien plus rapide, c'est moins cher, et il y a moins de contraintes réglementaires au tout début. Mais de l'autre côté, le prix à payer peut être assez élevé. On parle de moins de transparence, parce que le processus est beaucoup moins examiné qu'une IPO, il y a un risque de dilution pour les actionnaires d'origine, et bien sûr, il ne faut pas s'attendre au buzz médiatique d'une grosse IPO. Ici, la visibilité est quasi nulle. Et c'est vraiment là que le bas blesse. Cette discrétion, ce manque de contrôle, ça peut malheureusement attirer des entreprises un peu fragiles. Des entreprises qui n'auraient jamais réussi à passer les examens rigoureux d'une IPO classique. C'est ça qui a contribué à donner aux fusions inversées une réputation, parfois sulfureuse. La prudence est donc absolument de mise. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie et les risques, allons jeter un œil à qui, dans le monde réel, utilise vraiment cette méthode. On retrouve souvent cette stratégie dans des secteurs qui ont un besoin urgent de capitaux. C'est le cas par exemple des startups de la tech qui doivent grandir très vite ou encore des entreprises minières qui doivent financer des explorations extrêmement coûteuses. Et puis il y a un fait historique intéressant. Cette technique a été utilisée massivement par des entreprises finnoises dans les années 2000 pour pouvoir accéder très rapidement au marché boursier américain. Et il ne faudrait pas croire que c'est une vieille pratique tombée aux oubliettes. Non, pas du tout. Cette citation, elle est tirée d'une annonce très récente et elle le prouve. On voit ici qu'une société néerlandaise cotée, NetSense, est sur le point de servir de véhicule pour une autre entreprise, Treasury, justement via une fusion inversée. C'est l'illustration parfaite que la stratégie est toujours d'actualité, y compris ici, en Europe. Bien, on a couvert pas mal de terrain. Si on devait vraiment résumer à l'essentiel, qu'est-ce que ce serait? On peut retenir 3 choses très simples. Premièrement, c'est un raccourci vers la bourse, une façon de contourner le long processus de l'IPO. Deuxièmement, le mécanisme clé, c'est cette idée d'absorber une coquille vide. Et troisièmement, et c'est sans doute le plus important, c'est un arbitrage permanent entre la vitesse et le risque. Ce qui est gagnant en temps et en argent est
et potentiellement perdu en transparence et en crédibilité. Au final, la fusion inversée laisse avec cette question fondamentale, est-ce que c'est un coup de génie financier pour des entreprises agiles ou est-ce que c'est une manœuvre périlleuse qui devrait allumer tous les voyants rouges chez les investisseurs? La réponse, comme souvent en finance, n'est ni toute noire ni toute blanche. Tout dépend vraiment de la qualité de l'entreprise qui utilise ce procédé et bien sûr de la vigilance du marché. C'est sur cette réflexion que se termine cette analyse.